Bonjour Patrick Bécaud, vous êtes géopolitologue, expert des Grands Lacs africains, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur dans l'Afrique des Grands Lacs en 2014. Merci d'être avec nous. Bonjour professeur Steve Nzego Dieko, vous êtes politologue, enseignant, chercheur à l'université Omar Bongo, président du think tank CAPS, le Centre africain d'analyse politique et stratégique. Merci également à vous d'être là. Alors, je Merci. commence avec ce temps fort de l'actualité africaine à Paris. Emmanuel Macron a reçu ce 2 juin le président rwandais Paul Kagame. La veille, il y a eu un simple coup de téléphone avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron, il prend ses distances face aux spéculations de troisième mandat pour Félix Tshisekedi? Comment vous qualifiez cette séquence diplomatique, Patrick Bécaud? Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que ce coup de fil répondait à je ne dirais pas une stratégie, mais une tactique, puisque le président Macron savait qu'il allait recevoir le président Kagame pour inaugurer il y a un mémorial qui a été installé à Paris. Et donc, connaissant le rapport entre le président Kagame et le président Tshisekedi, et surtout la conjoncture actuelle dans la région, donc le président Macron a trouvé essentiel de discuter quand même de lâcher un coup de fil au président Tshisekedi, histoire de rééquilibrer un peu les choses, surtout que la perception du côté congolais vis-à-vis de la France est assez négative. En tout cas, il y a une forme de circonspection vis-à-vis du comportement français dans les dossiers de Ranlac. Mm. Professeur Diego? Je crois que la stratégie, ou du moins, de mon point de vue, ce qui peut être comme angle d'analyse, ce serait tout simplement que le président Macron essaie d'être dans une position de médiateur, tout simplement, entre le président Paul Kagame et celui de Tshisekedi, sans naturellement frustrer qui que ce soit de ses partenaires, parce que l'on voit bien que il a besoin du Rwanda, il a besoin de la RDC. Maintenant, l'acte qui vient à peine d'être posé avec l'inauguration de ces mémorials, de mon point de vue, est crucial, parce que là, ça vient quand même sceller officiellement la mémoire, n'est-ce pas, du génocide Tutsi au cœur de la capitale française, scellant ainsi, si vous voulez, une forme de réconciliation diplomatique. Donc c'est un geste, de mon point de vue, extrêmement important, qui est d'ailleurs depuis, comme vous le savez, depuis 2021, dans le cadre de la commission, du moins de commission de travail de vérité, il y a eu donc, les deux nations avaient donc essayé de bâtir une forme d'avenir en commun. Et cela symbolise également aussi une forme de reconnaissance officielle, même si c'est pas toujours assez dit, mais je pense effectivement qu'il y a une forme de reconnaissance officielle, une forme de symbole de réconciliation entre ces deux pays. Maintenant, vous le savez, le président le président français, de mon point de vue, essaye, n'est-ce pas, de pouvoir avancer avec, notamment avec Kagame ou avec Tshisekedi, de manière à ce qu'il ait une forme d'équilibre pour éviter de ne pas frustrer une des parties dans le cadre de ces soit des pourparlers qu'il a essayé d'entamer. Voilà un peu, de mon point de vue, de manière lapidaire, ce que je peux dire. Mais est-ce que vous pensez, que la question du troisième mandat, éventuel, hein, de Félix Tshisekedi, commence, à faire grincer des dents du côté de Paris quand même, professeur, Nzego? Je crois que je sais pas s'ils en ont évoqué, mais la question du troisième mandat, de manière générale, dans la plupart des États africains, pose un problème, parce qu'on voit bien que la question de la démocratie, de manière générale, n'est pas encore ancrée dans la plupart de ces États. C'est mon point de vue. Je sais pas si Macron a évoqué avec son homologue, mais dans tous les cas, vu la situation politique, diplomatique de ces deux pays, je pense qu'il ne prendrait pas le risque de pouvoir évoquer cela, notamment quand on observe un peu une forme de crispation. La France veut revenir un peu
veut faire un retour sur la scène pour surtout certains pays, veut revenir sur un certain nombre de pays. Et donc, d'un coup, je considère tout simplement qu'il y va avec beaucoup de diplomatie pour ne pas vexer ici et là. Mais de mon point de vue, de manière générale, peut-être que je peux me tromper, ce troisième mandat fait l'objet quand même de beaucoup de débats, tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau de l'opinion internationale, de mon point de vue. Mmh. Patrick Beko, c'est vrai que le président, à Paris, avec le président rwandais Paul Kagame, Emmanuel Macron a inauguré donc un mémorial en hommage aux victimes du génocide des Tutsis. Bon, c'est vrai, c'est un geste, mémoriel historique, mais dans quelle mesure, on aimerait comprendre là maintenant, dans quelle mesure l'inauguration justement de ce mémorial à Paris constitue une étape cruciale, pour les relations franco-rwandaises? Mais c'est qu'il faut comprendre dans cette affaire, parce que d'abord, c'est très politique, hein. La mémoire est instrumentalisée ici. Il faut comprendre d'abord qu'il y a eu dans le dossier de la mémoire franco-rwandaise du génocide, un contentieux, qui est celui de l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana, qui constitue, selon les Nations Unies, l'élément déclencheur du génocide. En 2006, les juges français Jean-Luc Bruguière indexe Paul Kagame et 9 de ses collaborateurs, lançant un mandat d'arrêt contre eux. Cela a provoqué une rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Et depuis, Kagame a toujours reproché à la France d'avoir joué un rôle dans le génocide, en fait. Et Kagame a instrumentalisé le dossier de l'attentat, le dossier judiciaire, le dossier de la mémoire. Et donc, on a eu, à un moment donné, Sarkozy, à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, il y a eu un changement parce que Nicolas Sarkozy s'est rapproché du président Kagame. Parce que ce qu'on observe avec le président Macron, n'est que la suite logique de ce qui a commencé avec le président Sarkozy et qui s'est arrêté à un moment avec le président Hollande et puis repris avec le président Macron parce que c'est le président Nicolas Sarkozy qui a conseillé au président Macron de renforcer des liens avec le Rwanda. Et donc, pour la France d'Emmanuel Macron, il fallait approcher le Rwanda qui est devenu un acteur important sur la scène régionale, mais aussi africaine, dans un contexte où justement la France est en recul dans plusieurs pays francophones, dans la plupart de ses anciens précarés. Il y a cet aspect. Le deuxième aspect, c'est que le Rwanda avait fait de la réconciliation franco-rwandaise. Non, le Rwanda a fait de la mémoire un élément important de la réconciliation franco-rwandaise. D'où justement la mise en place de la commission d'historiens pour statuer sur le rôle de la France pendant le génocide au Rwanda. Mais ce qui est important dans cette commission, et c'est très important de le retenir, c'est que l'historien chargé de conduire la mission, en tout cas la commission d'historiens, n'était pas un spécialiste de la région des Grands Lacs, premièrement. Et deuxièmement, il a reçu une forme d'injonction du président Macron. Parce que Macron dit clairement dans la lettre de saisine que ce travail doit mener à la réconciliation diplomatique entre la France et le Rwanda. Et donc, c'est dans cette logique qu'il faut comprendre ce qui vient de se passer, en fait. L'inauguration de ce mémorial n'est que la suite logique, l'aboutissement d'un processus de normalisation et de réconciliation qui a commencé sous Sarkozy, qui s'est estompé un moment sous Hollande et a repris sous Emmanuel Macron. Et donc, ici, la mémoire est instrumentalisée de part et d'autre. Pour la France, il s'agit de se laver les mains parce qu'il ne faut pas perdre de vue que dans le rapport de la commission d'enquête, on dit que la France porte une lourde responsabilité dans les génocides sans avoir été impliquée directement. Et là, on épingle particulièrement le président Mitterrand. Et donc, c'est une façon pour la Commission de diviser la poire en deux, en disant que la France a joué un rôle indirect en soutenant le président Habyarimana, mais ne porte pas de responsabilité directe dans le génocide. Ça a arrangé Kigali, ça a arrangé le Rwanda de Kagame, qui connaît des moments de tension avec ses alliés traditionnels anglo-saxons. Donc, de part et d'autre, il y a eu un positionnement que je pourrais appeler stratégique, qui s'appuie sur la mémoire. Donc, la mémoire du génocide est devenue un élément stratégique qui a été mobilisé aussi bien par Paris que par Kigali pour mener à la réconciliation et à la normalisation des relations entre la France et le Rwanda pour justement, chacun dans son camp, faire aboutir ses propres intérêts stratégiques. Parce qu'on sait aujourd'hui que les troupes rwandaises, par exemple, sécurisent les intérêts français au Mozambique, à Cabo Delgado. On sait aujourd'hui que les troupes rwandaises aujourd'hui qui interviennent en Centrafrique sont devenues aussi les yeux et les oreilles des intérêts américains et même français dans une zone où on a vu se déployer des troupes russes, des éléments en tout cas russes de Wagner. Donc, il y a un contexte géopolitique qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre l'articulation qu'on observe aujourd'hui sur le plan de la mémoire dans les relations entre la France et le Rwanda. Mmh. Et vous pensez, comment est-ce qu'on réagit du côté de Kinshasa, justement?
où les débats, sur le 3e mandat de Félix Tshisekedi, battent leur plein justement? Ben, à Kinshasa, moi, j'ai discuté avec des proches du président Tshisekedi qui m'ont clairement fait savoir que Kinshasa se méfie un peu de la position française parce qu'il faut quand même rappeler que la France fait partie des pays au sein de l'Union européenne qui se sont opposés à ce qu'on puisse sanctionner le Rwanda en 2024 et 2025. Donc, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. L'autre chose, c'est qu'on a entendu le président Macron il n'y a pas très longtemps, il y a, je crois, un mois, dire ouvertement qu'il s'opposait justement aux sanctions américaines contre le Rwanda. Et donc, à Kinshasa, cela soulève des questions et suscite une forme de méfiance. Et l'autre chose aussi qu'il faut garder à l'esprit sur la question du troisième mandat, c'est que je ne pense pas que la question ait été abordée pour l'instant parce qu'on ne sait pas s'il y aura un troisième mandat ou pas, s'il y aura un report d'élection. En tout cas, il y a des signaux qui donnent à penser que le président Tshisekedi tend ou veut en tout cas changer la constitution ou au moins s'éterniser au pouvoir en prolongeant son mandat d'une certaine manière, en faisant ce qu'on appelle à Kinshasa le glissement. Mais cela ne semble pas avoir été abordé au plus haut niveau des deux gouvernements, en tout cas entre le gouvernement congolais et le gouvernement français. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Kinshasa, la position de la France suscite une forme de méfiance. Mmh. Alors c'est vrai que professeur, Nzego, c'est vrai que la France, elle soigne son positionnement d'équilibre, hein, dans cette région, entre le Rwanda et la RDC. Mais à quoi faut-il s'attendre justement, dans le cas d'un glissement du calendrier électoral, en République démocratique, du Congo et peut-être que ce 3e mandat, de Félix Tshisekedi, va se confirmer. Donc à quoi faut-il s'attendre? Moi, je crois que Patrick, qui a une meilleure maîtrise que moi sur ces sujets de la RDC, a essayé d'évoquer avec pertinence un certain nombre de faits. D'abord, le fait que ce troisième mandat va créer, de mon point de vue, si jamais il est arrivé à ce que la Constitution soit modifiée pour permettre au président Tshisekedi d'être candidat à nouveau pour un troisième mandat, cela va créer, n'est-ce pas, une crise profonde de mon point de vue, crise politique, crise sociale et crise institutionnelle. Maintenant, la grande question qui me semble essentielle, c'est comment est-ce que les partenaires de la RDC observent ou regardent cette situation politique. Il faut rappeler déjà que euh, la partie de l'Est qui, depuis fort longtemps, crée déjà des problèmes est déjà dans des situations de crise extrêmement importantes. Rajouter une troisième ou deuxième crise à l'un des pays les plus importants de l'Afrique en termes de démographie et en termes de richesse, sur le plan géostratégique et géopolitique, de mon point de vue, ça va être vraiment un véritable problème. Le deuxième aspect, je crois que la France y va ou discute avec le président Tshisekedi sans éventuellement donner l'impression de pouvoir être un soutien ou pas, parce que, comme vous le savez, la France essaye de revenir, si vous voulez, comme une forme de c'est comme une forme de grâce dans la partie des Grands Lacs, parce que comme vous le savez, le carré d'As ou le précaré Afrique, France-Afrique n'est plus aujourd'hui est remis en cause. Et donc la France essaye de diversifier, revenir en Afrique en tenant compte un peu n'est-ce pas, un certain nombre de ses partenaires. Alors donc, je crois que pour terminer sur cette question, de mon point de vue, cela pose véritablement le problème à la plupart de nos démocraties. C'est que j'appelle un peu une forme de désenchantement, finalement, de la démocratie dans la plupart de nos États. Et j'ai l'impression que nous ne prenons pas suffisamment, euh, nous ne tirons pas les leçons de l'histoire lorsqu'on observe ce qui se passe actuellement en RDC ou ailleurs, que la plupart de ces États ne tirent pas les conséquences, malheureusement, du mimétisme constitutionnel ou encore de la modification de nos institutions. Et naturellement, on voit bien que pour un pays comme la RDC, on n'a pas besoin d'être spécialiste des questions géopolitiques ou politologiques. Nous voyons bien que ça va être une situation extrêmement délicate pour les prochains mois si jamais le troisième mandat ou le moins la modification constitutionnelle était confirmée.
Mmh. On va y revenir d'ailleurs sur ces possibles, tensions, puisque la pression monte en République démocratique du Congo. Mais pour terminer sur la France justement, Félix Tshisekedi, c'est vrai qu'il a misé, Patrick Bécaud sur Donald Trump, les États-Unis, en signant un accord de paix, avec Paul Kagame à Washington, agrémenté d'ailleurs d'un deal, sécurité contre minerais avec les États-Unis. Donc, c'est vrai que la diplomatie française, vous l'avez dit, elle est un peu marginalisée maintenant dans cette région des Grands Lacs. Est-ce que les futures tensions, politiques, qui s'annoncent en RDC, et puis ce rapprochement, le renforcement des relations avec, le Rwanda d'un autre côté, pourrait permettre à la France de revenir dans le jeu, et est-ce que ce scénario est possible? Bah, tout est possible. Je crois que le problème de la France, c'est que, comme l'a dit le professeur, la France veut se retrouver dans une région qu'elle a perdue après les événements de 94 et surtout de 97 après la chute du président Mobutu. Parce qu'il faut rappeler que Paris avait soutenu Mobutu contre l'axe justement anglo-américain qui soutenait Laurent Désiré Kabila, derrière lequel se dissimulait Paul Kagame, le président Museveni. Depuis, Paris cherche à revenir dans la région, mais difficilement. Je l'ai dit, ça a commencé avec Sarkozy, mais vraiment avec Macron, on voit qu'il y a une volonté de, de redéfinir les règles du jeu, les alliances géopolitiques. Le problème, c'est que la France n'est plus cette France d'antan. Et puis, la RDC, la région, est convoitée par d'autres grandes puissances. On parle des États-Unis, mais aussi la Chine. C'est la Chine, Chine ouais. qui contrôle la majeure partie du secteur extractif congolais. Il faut garder à l'esprit. Et donc, les États-Unis, en s'impliquant dans cette affaire, ne cherchent pas à revenir en RDC pour le beau jeu des Congolais, mais pour bouter la Chine dehors. C'est une obsession de toutes les administrations américaines et surtout de l'administration Trump. Le problème ici, c'est que Paris ne sait pas se positionner parce que le dossier rwandais, en tout cas le dossier du contentieux franco-rwandais, a pesé beaucoup plus dans la balance que le dossier avec la RDC. Il ne faut pas l'oublier, tous les dirigeants français ont été confrontés à cette histoire-là du génocide dont l'impact, on l'a vu, a été vraiment très important en France, pas seulement au niveau Ouais. de l'élite politique, mais aussi au niveau des opinions publiques. Et donc, Macron essaie de se positionner dans cette conjoncture-là. Ça va être très compliqué, mais ça va être très compliqué dans la mesure où Kinshasa perçoit la France comme un État qui a une position assez ambiguë. En réalité, à Kinshasa, quand vous parlez à certains proches du président Tshisekedi, ils vous disent très clairement que nous savons que Macron soutient Kagame. C'est très clair pour eux. Mais en même temps, Kinshasa comprend aussi que les États-Unis ne sont pas là nécessairement pour le beau jeu des Congolais, parce que les États-Unis sont aussi alliés au Rwanda. Il faut garder cela à l'esprit. Et dans le cadre de l'accord dont vous parlez, l'accord de Washington, il y a un volet qui concerne le Rwanda et Mmh. qu'on perd de vue souvent. Parce que les États-Unis ont signé des accords stratégiques, un partenariat stratégique avec la RDC, mais ils ont aussi signé des accords avec le Rwanda. Donc, l'un des volets de l'accord de Washington concerne le Rwanda, qui est impliqué dans la déstabilisation de la RDC. Et donc, le Congo comprend tout cela. Maintenant, reste à savoir si les dirigeants congolais seront eux aussi tirés leur épingle du jeu. Mmh. Surtout Et le que, et le positionnement américain vis-à-vis d'un éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi? mais moi, je crois que les On n'est pas Américains, en on 2028, hein, il peut se passer on des n'est pas choses en aux 2020, États-Unis d'ici là, mais exactement. Exactement, mais je crois que les Américains n'en voudront peut-être pas. Parce que si les Américains ont demandé une chose au Congo, c'est la stabilité. La mmh, raison pour laquelle le Congo a fait appel aux États-Unis, c'était pour se prémunir contre le Rwanda qui avait pris deux villes stratégiques à l'est du pays. Alors, les Américains sont arrivés avec leur propre agenda. Mais c'est une chose que les entreprises américaines ne veulent pas, c'est l'instabilité. Or, si cette mmh. situation peut conduire à une instabilité profonde en RDC, cela pourrait emmener les États-Unis à réévaluer leur position vis-à-vis de Tshisekedi. Et ça, c'est très important à C'est-à-dire garder. c'est-à-dire évaluer, Oui, parce qu'il leur y a position. Dans quel sens? dans le sens où il y a deux niveaux d'analyse qu'il faut avoir. Mmh, Il y a le gouvernement américain, donc la Maison-Blanche, qui lorgne les ressources stratégiques congolaises et qui veut surtout mettre la Chine hors de la RDC, en tout cas en quarantaine. Et il y a des entreprises américaines qui ont leur propre agenda et qui ne veulent pas intervenir dans une région qui est très instable. Et c'est mmh. d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains poussent justement au respect de l'accord de Washington. Le problème ici, c'est que si cette logique de changement de constitution provoque des troubles qui, eux, deviennent un problème pour les intérêts des entreprises américaines, il ne serait pas surprenant de voir les États-Unis réévaluer leur position vis-à-vis de la RDC et demander à Tshisekedi de respecter la Constitution, de sorte à éviter des troubles qui peuvent, eux, nuire aux intérêts du groupe américain. L'autre élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le Rwanda suit tout ça de près. Le Rwanda occupe une partie du territoire congolais à travers le Mmh. M23. Et donc, un changement
de constitution peut encourager justement le Rwanda à précipiter une forme de démembrement de la partie est du Congo, qui est déjà administrée d'une certaine manière par le Rwanda via le M23. Et donc, on est face à une configuration très volatile et cette configuration doit emmener le gouvernement congolais à repenser sa stratégie de changement de constitution qui, lui, et qui aide cette stratégie peut emmener à une déstabilisation complète de tout le pays, à commencer par la partie Est. Alors, je vais revenir vers vous sur tous ces points, mais peut-être, professeur Nzego, votre analyse concernant le positionnement américain et vis-à-vis justement de cet éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi ou même d'un report de l'élection. Alors, dans tous les cas, les Américains viennent en RDC pour des raisons, des questions économiques. On regarde, vous savez que la RDC, c'est quand même le géant minier et démographique qui offre naturellement tous les éléments liés à une forme de transition énergétique et minérale. Donc, la RDC était un producteur, le premier producteur mondial de colbert, il regorge donc des matériaux Et qu'est-ce qui va stratégiques. peser dans la balance, l'alternance démocratique, les valeurs démocratiques ou alors la continuité, la stabilité L'idéal pour qui les Américains, de mon important point pour de les vue, c'est qu'il y Américains ait actuellement? l'idéal pour les Américains, comme l'a dit Patrick Mbebo, c'est qu'il y ait une forme de stabilité. Euh, Dès lors qu'il n'y ait pas de stabilité dans une situation ou dans une autre, cela posera forcément des problèmes pour, euh, pour les Américains. Ça, c'est mon point de vue. L'idéal, c'est qu'il y ait une forme de stabilité pour pouvoir engager et préserver cette relation stratégique entre les Américains et la RDC, naturellement en ayant, comme je l'ai rappelé, ce levier stratégique lié au minerai, au colbert, et même d'ailleurs, même pour la France, hein, qui sollicite effectivement toute cette technologie et autres et tout pour les entreprises automobiles, les entreprises françaises. Je crois que le véritable problème, c'est tant que la RDC ne sera pas stable, quelles que soient les ambitions des puissances occidentales dans cette région du Grand Lac, dans ce pays, cela posera toujours problème. La question, c'est que si le troisième mandat venait à être confirmé, ou alors que la constitution, la nouvelle constitution venait à être modifiée pour permettre à M. Tshisekedi d'être candidat à nouveau, cela va engager encore une forme d'instabilité institutionnelle et des tensions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que, comme vous savez, les Américains ou d'autres partenaires auront du mal à pouvoir se projeter avec ce qui va se passer. L'idéal, effectivement, de mon point de vue, c'est que cette partie de la RDC puisse connaître une forme de stabilité. Parce que c'est cela Mmh. qui, de mon point de vue, va pouvoir permettre les pays occidentaux à pouvoir travailler de manière, même si on voit bien qu'ils arrivent ici, ils arrivent dans ce pays pour pouvoir Mmh. avoir une influence, notamment au niveau de cette région, et la France aussi Alors ne se laisse justement, pas puisque faire. vous parlez de stabilité, Patrick Beko, est-ce que le prix de la stabilité doit se faire au nom d'ingérences sur les prochaines élections si elles ont lieu? Ben, le problème, c'est que cette ingérence a été en partie voulue par les acteurs congolais, parce que c'est le président congolais qui est allé vers les États-Unis et pas le contraire. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ça, c'est très important de garder à l'esprit, c'est qu'en RDC, les États-Unis doivent faire très attention parce qu'ils sont de plus en plus perçus comme ceux qui essaient de soutenir justement ce processus de changement de la Constitution dans la mesure où Tshisekedi s'appuie justement sur le partenariat stratégique avec les Américains pour s'assurer que son pouvoir ne sera pas bousculé par d'autres forces politiques ou politico-militaires comme le 23. Et donc, les États-Unis vont comprendre, bon, je pense qu'ils comprennent déjà parce qu'ils ont quand même des gens sur place, ils comprennent que s'ils vont dans ce sens-là, ils vont se placer en porte-à-faux avec une partie de l'opinion publique congolaise. Et ça pourrait leur être préjudiciable par la suite dans un pays qui voit quand même, qui voit la Chine avancer ses cartes de manière conséquente. Et l'autre chose, c'est que sur la question des ingérences, à partir du moment où nous l'avons voulu, il faut faire avec, puisque le président Tshisekedi a fait appel aux Américains qui se sont retrouvés justement à imposer à la RDC leur propre feuille de route en imposant, en invitant le Rwanda à la table de discussion. Donc tout ça nous permet aussi de comprendre que la RDC est dirigée par ses dirigeants, mais aussi certaines décisions sont prises en fonction
justement des partenaires étrangers avec lesquels la RDC fait affaire. Et ça, c'est en partie à cause des Congolais eux-mêmes. C'est le président congolais qui a fait appel à ces acteurs-là pour préserver le pouvoir, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'on a fait appel aux États-Unis parce que on avait un problème à l'est du pays. Mmh. Les villes tombaient les unes après les autres, et donc on a pensé que les États-Unis, en invitant les États-Unis, en leur proposant des minerais en échange d'un soutien diplomatico-militaire, on allait pouvoir régler la question. Et on voit bien que cela est en train maintenant de déboucher sur des discussions sur... D'ailleurs, Patrick Beko, le verdict des Congolais. Je pense que si on organise un vrai référendum, hein, pas un simulacre de référendum, de mon point de vue, ça sera rejeté. La situation actuelle de la RDC est déjà très très préoccupante. Donc l'avenir est quasiment incertain.